Bien, bonjour à tous. Donc, vous connaissez donc l'objet de mon intervention. Évidemment, je ne suis pas le seul responsable des résultats que je vais vous montrer. C'est évidemment un travail collectif qui a impliqué des hydrologues, des météorologues, des climatologues. Donc voilà, donc c'est un vrai travail collectif. Donc tout d'abord, pour vous parler de quelques éléments de base pour analyser le changement climatique. Donc, j'ai marqué dans mon introduction une lecture croisée du passé et du futur. Lorsqu'on s'intéresse au changement climatique, notamment en hydrologie, deux questions sont à traiter. Elles sont à traiter en parallèle, en tout cas, elles ne doivent pas être traitées indépendamment l'une de l'autre. C'est la première des choses, c'est projection dans le futur. Qu'est-ce que nous apprennent les scénarios climatiques sur l'évolution possible des débits? Donc ça fait appel à un arsenal de modélisation. Et puis il y a le second volet qui est tout aussi important, qui est le regard sur le passé, c'est-à-dire qu'à partir d'observations de terrain, existe-t-il des signes qui tendent à nous montrer que le changement climatique est déjà présent dans les données en termes de débit. Donc ces deux approches sont effectivement complémentaires. Et puis, donc, vous avez d'un côté observation et détection de tendances, donc, le regard sur le passé, et les modèles et simulations projection climatique pour la modélisation pour le futur. Et donc, d'une certaine manière, ces deux aspects doivent être traités en parallèle, puisqu'elles se nourrissent l'une et l'autre. C'est-à-dire que les observations, évidemment, nous permettent de contrôler les modèles. Et puis, lorsqu'on détecte des changements dans les régimes hydrologiques, eh bien souvent, on fait appel à des modélisations pour essayer de comprendre d'où viennent ces éventuelles tendances, si effectivement on peut attribuer de manière vraisemblable ou pas les changements que l'on a pu percevoir dans les séries de débit. Donc ça va être l'objet de mes deux parties de mon exposé. La première donc sur la détection de tendances et la seconde sur les résultats de modélisation hydroclimatique. Donc quelques éléments concernant la difficulté de l'exercice de détection de tendances. D'une part, en termes hydrologiques, on sait très bien, quand on a une connaissance physique des processus hydrologiques, que le changement climatique pourrait induire des évolutions qui peuvent être antagonistes sur les débits. Il n'y a pas une tendance linéaire qui peut s'exprimer directement sur les débits. D'autre part, les débits sont fortement impactés par l'activité humaine. On est tous, il y a des prélèvements. Il est bien rare de retrouver en France des secteurs où il y a une instrumentation qui est longue et sur lequel l'homme n'a finalement pas d'action directe ou indirecte sur les eaux, sur les écoulements. Et les débits présentent une très forte variabilité naturelle qui s'exprime à l'échelle de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et surtout, quand on s'intéresse aux phénomènes extrêmes, par nature, ils sont très rares. Donc, on a une difficulté supplémentaire à cerner leur évolution. Donc, quelle est la méthode qui est employée? Bien souvent, ce sont des méthodes de type statistique. Donc, on va chercher à vérifier une hypothèse de stationnarité dans la chronique. Et puis, à l'aide de paramètres numériques extraits de ces deux chroniques, eh bien, on va vérifier la vraisemblance de cette hypothèse de stationnarité. Donc, plusieurs niveaux d'analyse. Le premier niveau concerne l'échelle locale, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à une station hydrométrique sur laquelle on a des observations très longues, et puis on va appliquer ce test. Donc ça, c'est le niveau 0. Et le niveau supérieur, c'est de faire une analyse à l'échelle régionale, c'est-à-dire de voir si la tendance que l'on a éventuellement détectée sur un site se généralise à l'ensemble des stations, ce qui donne encore plus de poids à des tendances, surtout quand on s'intéresse au climat. On suppose évidemment qu'il y a une portée régionale et s'il y a un signal quelque part, il devrait être également perceptible ailleurs. Donc, quels exercices il y a eu de gros exercices qui ont été réalisés très récemment par des collègues, notamment d'IRSTEA, à l'échelle de la France et également sur un secteur alpin. Donc on a fait une analyse sur un ensemble de plus de 200 stations hydrométriques, sachant que dans la banque hydro, il y a 4500 stations de mesure et que, compte tenu de notre critère, notamment d'avoir plus de 40 ans d'observation, pour éviter d'avoir
un trop gros biais sur un impact trop fort de la variabilité interannuelle, eh bien, finalement, on ne peut traiter que 200 stations, donc 4500 à 200. Voilà. Et puis, donc, le deuxième exercice, donc, sur les Alpes, où cette fois, on a une vision spatiale plus large, en dehors de nos frontières, puisqu'on est allé chercher des séries en Italie, en Allemagne, sur l'arc alpin, avec des chroniques de 40 à 100 ans. Donc voilà un peu le résultat du premier projet sur les détections de tendance à l'échelle nationale. Alors sur la gauche, vous avez évidemment la France et un ensemble de points qui correspond aux 200 sites qui ont été analysés. Donc, alors vous avez différents signes, évidemment. Vous avez des croix et vous avez des triangles. Alors les croix, ça signifie simplement que on a détecté des choses, mais qu'elles ne sont pas significatives du point de vue statistique. Donc il peut y avoir des plus, des moins, enfin des tendances positives ou négatives, mais elles ne sont pas significatives. En revanche, dès lors qu'on est dans les triangles, eh bien, ce sont des tendances qui sont relativement appuyées, qui sont suffisamment significatives pour considérer qu'elles sont effectives. Voilà. Donc vous avez le résultat qui est ici montré sur le module interannuel, donc la moyenne des débits annuels. Donc on a une tendance sur la ressource annuelle. Et ce que l'on voit, évidemment, on a des tendances négatives qui s'expriment principalement sur le sud de la France, avec des tendances à la baisse significatives sur un certain nombre de stations. Donc ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le niveau 0. Et puis, vous l'avez le niveau un peu supérieur, où on fait une détection régionale. Donc cette fois, on a regroupé les stations par région. On s'est appuyé pour ça dans le travail de nos collègues d'IRSTEA. Donc c'est un découpage en hydro-éco-région. Et là, pareil, on a le même code couleur. Si vous avez des secteurs qui sont hachurés, en bleu, ça signifie que vous avez une diminution. En rouge, c'est que vous avez une hausse. Et si vous avez des hachures, c'est que la tendance régionale, elle n'est pas significative. Donc là, on voit que l'analyse locale sur le sud de la France est bien significatif à l'échelle régionale et on a des tendances significatives à la baisse sur le sud du bassin. Donc ça, c'est la ressource annuelle. Si on s'intéresse maintenant au phénomène d'étiage, et on a fait également on a appliqué le même test statistique avec la même volonté, et donc on a une tendance à la baisse. Donc pour vous dire, on est parti de la chronique de débit. On a chaque année identifié le débit minimum annuel, ce qui nous a permis de construire un échantillon de valeurs de débit minimum annuel. Et ensuite, on a regardé quelle était la tendance sur cet échantillon. Et donc, de la même façon que sur le module, on a une tendance à une diminution de ce débit minimum annuel sur le sud du bassin, sur le sud de la France. Alors, sur les Pyrénées, on a une petite tendance à la hausse qui pourrait être induite par un changement de processus à l'origine du débit minimum de l'année, puisque là, on pourrait avoir des phénomènes de fonte qui fait que d'un étiage hivernal, on passe à un étiage estival, ou un étiage beaucoup moins marqué en hiver. L'autre volet, donc c'est le projet AdaptAlp, dont je vous parlais tout à l'heure concernant l'arc alpin. Là, on s'est intéressé à des variables descriptives du manteau neigeux. Donc, on a essayé d'identifier de manière certes grossière, mais bon, c'était la meilleure manière qu'on pouvait procéder. À partir de la chronique de débit, on a essayé d'identifier la contribution neigeuse au niveau de chacune des stations. Donc, vous voyez ici... vous voyez la chronique de débit, voilà. Et puis en bleu, vous avez a priori la contribution neigeuse que l'on peut déduire d'un traitement statistique de la chronique de débit. À partir de là, on a identifié le volume total, donc la contribution neigeuse, le maximum de la contribution neigeuse, et puis les dates de début, de fin, de centre, on va dire, de la contribution neigeuse et la durée. Donc, voilà le jeu de données qui a été traité, donc tout l'arc alpin, avec différentes expressions de la contribution neigeuse glaciaire sur le bassin, donc des bassins avec une composante glaciaire, nivale, niveau pluvial et ce que je dirais nivale composite, où on a un peu tout mélangé. Donc voilà en gros comment s'exprime au pas de temps mensuel un régime glaciaire avec une composante glaciaire.
Donc ça, c'est, vous voyez, la forme qui correspond en gros à toutes les stations qui ont été mises sur le même graphique et adimensionnalisées pour pouvoir faire des comparaisons beaucoup plus facilement. Donc qu'est-ce que l'on voit? Alors, de l'échantillon de l'ensemble des stations qu'on a pu traiter, on a fait à peu près le même schéma d'analyse et même restitution, donc une carte avec des croix pour dire que ce n'est pas significatif et des triangles qui vous indiquent la significativité des tendances, rouge en positif et bleu tendance à la baisse. Donc le traitement a été fait sur le volume contributif de la neige, le maximum annuel de la contribution neigeuse. Donc là, sur l'analyse donc à partir des deux cartes A et B, eh bien, on a pu identifier l'absence de changement généralisé et les changements les plus forts, perceptibles, sont ceux qui concernent les bassins influencés par les glaciers. En revanche, tout ce qui est durée, que ce soit des débuts, fin, centre, on a un signal qui est fort avec un changement généralisé, un début et un centre plus précoce et une fin retardée. Donc en termes de synthèse sur ces analyses de tendance, donc à l'échelle nationale, on a une distinction nord-sud qui s'exprime avec une aggravation de la sévérité des étiages dans plusieurs régions de la moitié sud. De nombreux changements significatifs décrivant un décalage de la période d'étiage vers plus de précocité. Et finalement, peu de changements, ça je ne vous l'ai pas montré, peu de changements sur le régime des crues, avec quelques tendances régionales relativement isolées en France, plutôt du côté de la Meuse et de la Moselle. Et puis sur les Alpes, tendance significative principalement pour les bassins alimentés par les glaciers, avec une augmentation des volumes contributifs et du pic de fonte de long de la fonte, et un début de la fonte qui est avancé. Et une tendance à l'augmentation des débits d'étiage hivernal pour les bassins composant glaciaires ou nivales, et l'opposé est observé pour les régimes mixtes. Donc a priori, les Alpes est un endroit relativement sensible, on arrive à voir des changements. Le deuxième volet de mon exposé concerne les études d'impact du changement climatique. Donc l'objectif, c'est bien de caractériser un système et de voir comment il évolue sous des perturbations d'origine climatique. Donc il s'organise la plupart du temps en termes hydrologiques de cette manière. Vous avez le climat alimentant des modèles. Dans le meilleur des cas, vous avez un couplage, enfin un modèle qui représente la ressource naturelle et la façon dont elle est utilisée, exploitée pour des besoins humains, donc incluant irrigation, hydroélectricité, en gros des modèles de gestion. Et puis au final, vous avez en sortie les débits en rivière, et sur lesquels vous allez pouvoir faire un diagnostic par rapport à des variables d'intérêt. Donc l'approche employée, c'est une chaîne de modélisation, reproduisant évidemment au mieux le passé et susceptible de décrire le futur, avec en entrée un climat qui est adapté à l'échelle à laquelle vous travaillez. Donc, dans cet exposé, je vais me centrer sur deux projets. Un projet qui s'appelle Explore 2070 et le second qui est R2D2 2050. Donc, un petit point d'abord méthodologique sur comment mesurer les changements et comment exploiter les résultats malgré les incertitudes. Donc, je reprendrai le schéma de Serge Planton qui a montré tout à l'heure. Donc, on est dans une chaîne de modélisation où on fait tourner l'ensemble de cette chaîne avec des scénarios, enfin pas des scénarios, pardon, des simulations climatiques en temps présent. Donc, on a une sortie en termes de débit à l'aval de cette modélisation. En temps futur, on prend les projections climatiques, on reprend la même chaîne de modélisation et on a donc des sorties. Donc, on va faire une hypothèse relativement grossière, mais c'est la seule que l'on puisse faire, c'est qu'on suppose que les biais des modèles resteront identiques sous changement climatique. Donc au final, l'effet du changement il est mesuré par les écarts entre la variable d'intérêt issue de la chaîne de modélisation en temps présent et puis la même variable d'intérêt qui est simulée par l'ensemble de la chaîne de modélisation avec le climat futur proposé par les GCM ou les GCM et les scénarios régionalisés. Donc ainsi, on suppose finalement filtrer les biais systématiques et on suppose que le seul changement que l'on constate est d'origine qui est lié uniquement au changement climatique. Donc dans Explore 2070, on a utilisé deux modèles, un modèle relativement simple, qui est le modèle GR, développé par les collègues d'Irstea et Anthony, qui est un modèle global, empirique, qui est calé sur des données observées, et puis un autre modèle semi-distribué, c'est-à-dire qu'il a une discrétisation fine du territoire, et lui qui est développé notamment à Météo France. Voilà.
Et la référence climatique qui nous a servi à caler, à vérifier la justesse de nos simulations en temps présent, elle est réalisée au travers de la réanalyse climatique Safran, entre 61 disponible, qui nous donne des données météorologiques entre 61 et 90. Au final, ce qu'on a pu constater, c'est que la capacité des modèles est une fonction du type de régime, c'est-à-dire que les modèles ne sont pas capables de reproduire les débits avec la même performance selon qu'on est dans un système nival ou un système pluvial. Mais au final, que les outils étaient jugés relativement satisfaisants et exploitables pour une étude d'impact. Et un des soucis derrière ce projet, c'est que les débits de calage et notre référence, d'une certaine manière, qui sont les observations, ne sont pas corrigés des influences. C'est-à-dire tout ce que je vous ai parlé sur le modèle de gestion, en gros, ces éléments-là ne sont pas intégrés dans cette étude. Donc, quelques éléments sur les projections climatiques, je vais aller très très vite. Donc, ce qui nous a intéressé, c'était les changements. Enfin, Export 2070 s'est intéressé au milieu de siècle. Donc ici, vous avez des changements constatés en termes de température et en termes de précipitation. Donc, autant en termes de température, on a quelque chose de cohérent. En termes de précipitation, vous avez des choses qui sont relativement différentes. Donc en colonne, vous avez les saisons, hiver, printemps, été, automne. Et ici, vous avez donc les écarts qui sont mesurés par rapport au temps présent. Et donc ce que l'on peut constater, c'est qu'on a des écarts relativement sensibles entre les sorties des modèles désagrégés pendant la période hivernale. En été, on a une tendance qui serait beaucoup plus consensuelle, on va dire, entre les modèles, c'est une tendance à la diminution. Donc au final, on a différents modèles climatiques qui ont été exploités, 7 au total, désagrégés par une méthode de descente d'échelle. Et puis donc avec une augmentation de la température entre 1,4 et 3,5 degrés à l'échelle de la France, et une décroissance relativement modeste des précipitations totales, mais malgré tout une tendance marquée à la diminution en été. Donc la méthode, je l'ai évoquée tout à l'heure. Donc on fait les écarts entre les simulations de temps présent et temps futur. Et puis au final, on a fait un certain nombre de synthèses au travers de cartes qui nous indiquent les changements moyens. Alors j'ai commencé ici par les crues. Donc ici, vous avez une gamme de couleurs qui commence au bleu, qui vous indique une diminution, et en rouge, vous avez une augmentation, et en jaune, c'est les zones intermédiaires, évidemment. Donc, deux éléments concernant les crues, l'occurrence des crues moyennes, et puis une statistique relativement importante sur le dimensionnement face aux inondations, c'est le débit journalier maximal annuel de période de retour 10 ans. Donc, cette statistique, eh bien, on ne voit pas, mais mon animation ne marche pas. Vous avez très peu d'évolution à l'échelle de la France, évidemment sur l'occurrence des crues. Et puis ici, ce que l'on peut constater, c'est que vous avez des diminutions qui peuvent être marquées sur les Pyrénées, sur les Alpes, et une tendance à l'augmentation. Mais dès lors qu'on regarde statistiquement la significativité des tendances, cette tendance à l'augmentation ne s'avère pas significative. Sur la ressource en eau, donc on s'intéresse cette fois au module. Donc au débit annuel, pareil, là vous avez des changements relatifs entre moins 40% et plus 40%, et vous avez un signal qui vous montre que vous avez une tendance relativement... mes animations ne fonctionnent pas, et donc une diminution relativement importante du côté de la Garonne et du côté du bassin parisien, et des diminutions qui sont un peu plus modérées sur le reste du territoire. Et ici, si on s'intéresse à une variable qui est relative aux étiages, un peu l'équivalent de tout à l'heure, eh bien, vous avez une diminution marquée quasiment sur l'intégralité du territoire. Ah, voilà une. Magique. Donc, changement attendu pour le milieu du XXIe siècle, sur la base uniquement de cet exercice. C'est une absence de tendance partagée par les modèles sur le régime des crues, et en revanche, diminution significative, quasi généralisée, de la ressource en eau. Un petit zoom très très rapide sur deux affluents, donc sur la Durance. Donc ici, vous avez en ligne l'état actuel, le présent, et puis ici le futur. Donc vous avez l'évolution des températures. Donc en pointillé, c'est la référence temps présent. Donc vous voyez en gros que tous les modèles sont... Enfin, toutes les projections qui ont été utilisées dans cet exercice proposent une augmentation de la température. En revanche, quand vous regardez les précipitations, vous avez un signal qui est beaucoup plus bruité. Et donc, forcément, en termes hydrologiques, vous allez avoir des réponses plus contrastées qui sont imputables pour beaucoup sur les précipitations. Donc là, vous avez l'évolution du débit pour un des modèles
Donc en temps présent, vous avez les restitutions par rapport à la référence toujours qui est en pointillé. Et puis pour le futur, le pointillé toujours la référence. Et ensuite, vous avez des diminutions notamment relativement notables de l'onde de fonte et globalement une diminution de la ressource. Donc pour ce bassin, pour ce modèle, il nous annonce une composante nivale atténuée sur les bassins de montagne et un résultat cohérent avec un précédent exercice qui était un projet GICC Rhône conduit en 2002. Sur la Saône, donc là on est dans un bassin à composante pluviale, donc pareil, même type de résultat, enfin même type de façon de présenter les résultats, température, précipitation. Et puis, donc là, c'est un autre modèle, résultat d'un autre modèle, de l'autre modèle ISBA-MODCOU pour le milieu du XXIe siècle. On a des étiages qui sont beaucoup plus prononcés dans la période estivale, une chute relativement importante des débits, et une réponse relativement incertaine en hiver, où on voit que là, on a l'effet direct des précipitations, de la dispersion des précipitations qui s'exprime sur les débits. Donc voilà les résultats de cet exercice. Alors, je dirais certitude et incertitude, là c'est plutôt incertitude. Ne garder qu'une seule valeur dans cet exercice, c'est masquer délibérément ou pas les incertitudes. C'est-à-dire que de ce genre d'exercice, on ne peut pas garder uniquement la valeur centrale, mais on a tout intérêt à garder les bornes, les variations autour de cette borne centrale pour pouvoir construire ensuite une stratégie d'adaptation. Donc utiliser plusieurs modèles reste à ce jour le meilleur moyen de caractériser les incertitudes. On prend plusieurs modèles climatiques, plusieurs modèles de descente d'échelle, plusieurs modèles hydrologiques pour au final intégrer le plus possible les incertitudes. Donc les sources d'incertitudes sont nombreuses, depuis la météorologie jusqu'à la manière dont on représente les différents processus physiques dans un modèle. Et puis, si on va même un peu plus loin, on doit intégrer la prise en compte de facteurs socio-économiques et d'éventuelles rétroactions, ce qui n'est pas forcément évident. Quelle est la source principale d'incertitude dans ces études d'impact en hydrologie? Bon, finalement, elle diffère selon la variable que l'on examine. Donc, si on s'intéresse à l'intensité des crues et les modules, on s'aperçoit que ce sont les modèles climatiques qui sont le porteur de la plus grosse part de l'incertitude. En revanche, si on s'intéresse à la dynamique des crues et aux étiages, eh bien on s'aperçoit que ce sont les modèles hydrologiques qui finalement vont intervenir pour beaucoup dans l'évolution de ces variables. Comment la réduire? La question reste ouverte, c'est-à-dire qu'il faut améliorer certainement un certain nombre de modélisations. Un point sur les nouveaux exercices d'études d'impact sur l'hydrologie. Alors un exemple ici c'est R2D2, mais je pense que la présentation de Yvan Caballero vous montrera également Vulcain comment Vulcain participe à mon avis, ces études d'impact nouvelle génération. Donc là, pour aller un peu plus loin, nous avons essayé de caractériser certes toujours le secteur, parce que R2D2 s'intéresse à l'avenir de la Durance en 2050. Donc on s'intéresse à caractériser l'évolution de ce territoire, et cette fois on intègre l'hydrologie, la climatologie, mais également le futur avec les acteurs, c'est-à-dire qu'on intègre les acteurs, on essaie de les faire parler en termes de prospective, et on essaie de voir comment ils peuvent se projeter en 2050, et de leur vision du futur, on essaie de quantifier leurs besoins en eau, et ensuite d'intégrer tout ça dans un schéma de modélisation relativement complexe, incluant l'hydrologie, mais également tous les modes de gestion. Donc, ce qui est relativement complexe, évidemment. Pour finir, quelques éléments sur le regard critique que l'on doit avoir sur ce type d'études. Donc, regard critique sur les données. Connaître le futur requiert de connaître le passé, le présent, d'où la nécessité d'entretenir un réseau de mesures. On a une réelle difficulté d'avoir des réanalyses fines sur des territoires relativement complexes du type les Alpes, parce qu'on sait très bien qu'on a une complexité très très forte qui est due partiellement à la complexité topographique et au climat associé. L'évapotranspiration, on n'en a pas parlé ici, mais c'est un terme qui est clé pour exprimer les besoins en eau, notamment au niveau de l'agriculture. C'est un terme qui est mal connu et dont on sait qu'il aura une influence non négligeable sur l'évolution des paramètres d'étiage. Et une quantification des influences humaines sur les débits, c'est un préalable qui est indispensable, notamment lorsqu'on veut mettre en place, exploiter ces études pour la mise en place de nouvelles règles d'allocation d'eau. Donc,
L'idée, c'est de différencier, d'identifier clairement la part de la variabilité climatique de la part due aux effets anthropiques. Sur les modèles, un modèle, c'est une représentation de la réalité, donc simplifiée, forcément. Donc on est tous exigeants, mais on sait très bien qu'on ne peut pas intégrer tous les processus. S'enfiler dans des situations climatiques nouvelles, tous les modèles seront livrés à l'eux-mêmes. Donc ça, c'est une vérité également. Exploiter les modèles calés dans le passé, c'est un pari, une hypothèse que les facteurs dominants sur lesquels ils se fondent resteront les mêmes dans le futur. Enfin, il y a une possibilité qui est toujours possible, hein, c'est celle où on a un modèle qui se cale très bien dans le passé, mais qui, dans le futur, peut donner des résultats complètement aberrants. C'est ce qui a été le cas dans un projet sur la Seine. Enfin, méfiance sur les études globales. En général, il y a une certaine fascination par rapport aux études qui sont faites à l'échelle européenne. Il faut savoir que ce sont des modèles, en général, qui sont utilisés, qui sont très grossiers. Et il faut avoir beaucoup de regards critiques, d'expertise, et être relativement critique par rapport à ce type d'études. Sur les tendances identifiées, la détection de tendances n'est pas une fin en soi. Il faut attribuer l'origine des tendances. C'est une difficulté supplémentaire. Donc plusieurs origines sont possibles: problèmes météorologiques, influences humaines, changement climatique ou simple variabilité climatique, surtout si on a des durées qui sont relativement restreintes. Ça renvoie à la question qu'a posée à Serge Planton tout à l'heure. Donc attention à ne pas extrapoler des tendances détectées, notamment sur les bassins à composants glaciaires, puisqu'à un moment, on pourrait imaginer qu'il n'y a plus de glaciers. Donc le signal de fonte glaciaire qui est actuellement soutenu du fait de la fonte progressive du glacier risque à un moment ou à un autre de disparaître. Et dans les deux études que j'ai présentées ici, on a eu un soin relativement fort à la sélection des stations, c'est-à-dire qu'on est allé voir les gestionnaires. On a des changements qui sont relativement cohérents, donc la météorologie ici n'est pas la seule cause à l'origine des changements qui ont été constatés. Donc les tendances sur les caractéristiques d'étiage qui ont été identifiées sont cohérentes avec les projections pour le XXIe siècle, mais lorsqu'on s'intéresse, lorsqu'on regarde sur des fenêtres à l'intérieur des 40 ans d'analyse, on se voit qu'il y a une forte dépendance à la fenêtre temporelle sur laquelle on fait le traitement statistique. Donc 40 ans, c'est peut-être pas suffisant pour identifier des tendances. Enfin, une conclusion, donc, ce qui rejoint également ce que disait Julie tout à l'heure. Les résultats ne constituent pas des prévisions, mais des projections visant à donner des images des états possibles des cours d'eau français à l'horizon 2050-2070. Ça, c'est ce qui a été écrit noir sur blanc dans le rapport qui a été final du projet Explore 2070. Si on s'appuie sur les résultats qui ont été donnés dans le cadre de ce projet, eh bien, on va vers une diminution des étiages, peu d'évolution sur les crues et un glissement des régimes hydrologiques influencés par la neige vers des régimes pluviaux, avec une cohérence forte qui s'exprime sur les variables d'étiage. Et sur les crues, il y a encore des désaccords, des tendances qui ne sont pas significatives. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc là, c'est l'ensemble des partenaires qui participent aux deux projets, R2D2 2050, qui est actuellement en cours, et Explore 2070, projet achevé. Voilà, je vous remercie. Merci Éric Sauquet.